Dans le Grand Nord, dans ce que j'appelle les pays d'en haut, on pense à tort que les montagnes, la taïga, la toundra est truffée d'animaux qu'on en rencontre au bord de chaque rivière et en haut de chaque crête de montagne. Mais il n'en est rien, parce que le milieu est très pauvre. Et les densités d'animaux, contrairement à ce qu'on peut par exemple trouver dans les forêts européennes, sont très faibles, de l'ordre de 10 à 20 fois moins importantes. L'élan, par exemple, qui est le plus grand cervidé du monde, est un animal qu'on trouve dans les forêts du Grand Nord avec une densité qui est de l'ordre de 1 à 2 animaux grand maximum pour une surface de 4 à 5 000 hectares. Dès lors, les mammifères qui s'en nourrissent, comme les loups, sont dans des densités à peu près comparables, c'est-à-dire relativement faibles, avec une meute de loups pour des territoires absolument énormes qui sont de 100 km sur 20-30 km de large. En hiver, les loups vivent en meute justement parce qu'ils s'attaquent aux grands mammifères comme les rennes et les élans. Les meutes sont généralement composées d'une famille qui est parfois un petit peu élargie, aux cousins. Et parfois, mais très rarement, plusieurs meutes se mettent ensemble pour chasser lors d'un hiver particulièrement difficile. Les loups n'arrivent pas tous les jours à trouver une proie, un caribou, un élan, bien loin de là. Il leur arrive parfois pendant 1 semaine, 2 semaines, voire 3 semaines, 1 mois, de ne pas pouvoir se procurer de la nourriture. Dès lors, dès qu'ils en trouvent, ils se gavent carrément. Mais les loups ne sont pas les seuls prédateurs qu'on trouve dans les pays d'en haut. Il y a bien évidemment aussi le lynx, le renard qui se nourrit essentiellement de l'agopède, la perdrix des neiges, de lièvres aussi, et puis surtout beaucoup de petites souris, de lemmings. Alors pour se protéger du renard, eh bien, la perdrix déjà se pare de blanc en hiver, si bien qu'il est très difficile de la distinguer dans cette grande blancheur immaculée de l'hiver sibérien ou canadien. Et puis la nuit, la perdrix se laisse tomber, elle vole et elle se laisse tomber pour creuser une sorte de niche. Elle va être protégée des prédateurs qui, la nuit, partent à la recherche justement de proies à se mettre sous la dent. Les loups peuvent parcourir de grandes distances pour pouvoir trouver ces animaux, élans, caribous, et dans les montagnes, mouflons, chèvres des rocheuses, qui sont en densité très faible. Il leur arrive de réaliser des distances de 80-100 km par jour, et pendant des jours et des jours, pour pouvoir tomber enfin sur une grande harde de caribous, sur quelques élans, voire une petite harde de mouflons dans les montagnes. Tous ces animaux que l'on trouve dans le Grand Nord, du plus petit au plus grand, eh bien, font partie d'une chaîne. Ils sont chacun, à leur niveau, un maillon de cette chaîne, partie intégrante en quelque sorte de l'écosystème. Lorsqu'un pic creuse par exemple un tronc, les débris végétaux qui tombent au sol bien nourrissent les vers de terre, qui les transforment en éléments minéraux sur lesquels eh bien, le lichen va pousser, dont se nourrissent les rennes, qui eux-mêmes sont mangés par les loups. Et ces restes eh bien, retournent pour un nouveau cycle à la terre.
En été, les loups se nourrissent très peu de ces grands mammifères que sont les rennes, les élans, les mouflons, les chèvres des rocheuses. Ils se nourrissent essentiellement de ce qu'on appelle les petits animaux, les lémings, les perdrix, les lièvres. Ils mangent essentiellement ce qu'on appelle des oiseaux d'eau, les anatidés, les oies, les canards qui migrent en été vers le Grand Nord. Pour nourrir cette grande carcasse de l'élan jusqu'à 700-800 kg de viande et de muscles, eh bien, il faut jusqu'à 25-30 kg de végétaux par jour qu'ils trouvent assez souvent dans le fond de ce qu'on appelle des marigots. Ces petits lacs au fond duquel pousse une végétation extrêmement riche et dense que l'élan adore. Et le castor, eh bien, il aide l'élan. Grâce au barrage qu'il construit, il permet justement à ces marigots de s'étendre et d'atteindre une profondeur qui, en hiver, va permettre justement à cette végétation de continuer à vivre et à pousser sous la glace. Les stars du Grand Nord, ce sont bien évidemment, avec les loups, les ours grizzly, en très petit nombre dans les montagnes de Sibérie, qui se nourrissent essentiellement en été et en automne de baies, beaucoup de myrtilles, de ce qu'ils peuvent trouver aussi dans la terre sous forme de racines. Il y en a de nombreuses qu'ils apprécient particulièrement. L'ours, eh bien, il utilise sa rapidité, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, parce que c'est vrai que l'ours a une image un petit peu pataude quand on le voit comme ça, cet énorme ours grizzly qui peut peser jusqu'à 700 ou 800 kilos. Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il peut être excessivement rapide sur une très courte distance. Il va plus vite, par exemple, qu'un cheval au galop. Et donc, il fait confiance à cette rapidité pour essayer, dans les quelques premières minutes de son attaque, et même dans la première minute de l'attaque, d'atteindre en quelque sorte son objectif. Le lynx, lui, est un animal beaucoup plus discret. Il est présent dans le Grand Nord, parfois avec des densités assez importantes, puisqu'on voit en hiver ses empreintes partout où il y a des lièvres, parce que le lynx se nourrit essentiellement de lièvres. Il est totalement lié aux lièvres. Et d'ailleurs, on constate que le cycle du lièvre, qui est de 12 ans, correspond très exactement au cycle du lynx. Tous les 12 ans, les populations de lièvres chutent brusquement, ce qui induit une chute, elle aussi, des populations de lynx qui vont se remettre
progressivement à augmenter au même titre que les lièvres, et cela indéfiniment. On était très fréquemment, les loups, notamment le loup mâle d'une meute, chassent pour le compte des petits jeunes qui sont gardés par la louve près de la tanière. Le loup ramène des lièvres, des perdrix, voire un petit caribou ou un tout petit élan près de la tanière pour nourrir les jeunes. Mais depuis quelques années, tout ce bel équilibre, cette chaîne, cet écosystème dont on a parlé, est directement menacé par quelque chose qu'heureusement tout le monde connaît aujourd'hui. Cela s'appelle le réchauffement climatique. En Sibérie notamment, on constate une diminution assez progressive des grands pâturages de lichens, cette association entre un végétal et un champignon dont se nourrissent les rennes. Eh bien, cette hausse assez spectaculaire des températures, en été notamment, a induit un changement, une évolution de la végétation qui a conduit à la disparition progressive de ces hauts pâturages de lichens, remplacés par une végétation un petit peu plus sudiste. La conséquence de cela est une migration vers le nord de ces animaux qui se nourrissent du lichen, comme le caribou, une migration qui ne pourra pas éternellement continuer, puisque plus au nord, eh bien, il y a la mer Arctique, cette mer dont le niveau est en train de s'élever et qui peu à peu est en train de rogner justement les terres par le sud. Cette toundra, en quelque sorte, est en train de se retrouver prise dans les taux du réchauffement climatique. Et toutes ces espèces qui vivent dans cet espace très fragile que représente la toundra est directement menacée par les effets du réchauffement climatique. Alors pour que dans le Grand Nord, des petits rennes puissent continuer à naître et à grandir, eh bien, il faut prendre notre destin en main, s'acquitter de cette dette climatique qui a fait tant de dégâts dans ces régions fragiles. Il faut faire preuve de responsabilité et on se rend compte que c'est juste une question de volonté.